Histoire du vin, émission 3, de la Renaissance à nos jours. Partie 3 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. J'ai cru voir, on digresse un peu mais c'est pas grave, que ça revenait. J'ai lu que c'était de retour. Le phylloxéra n'est jamais parti. Ah, en fait, il est jamais parti. Il n'est jamais parti. On n'a pas guéri, on a simplement bloqué sa progression. D'accord. Et quand on plante un vignoble nouvel, il est plus que risqué de planter sur vigne franche, c'est-à-dire sans greffage. Quelques zones très particulières, quelques types de sols peuvent résister, par exemple les zones sablonneuses ou les zones proches de l'eau. Okay. Parce qu'il n'aime pas vivre dans l'eau. Et dans un sol sablonneux, ses galeries s'écroulent, donc il ne peut pas progresser. D'accord. Mais c'est pour ça qu'il noyait certaines vignes. Oui, on a essayé. Alors, ça marchait. Oui. Ça marche, et ça marche toujours, mais il faut être dans la plaine et avoir de l'eau. Oui, c'est ça. Et ça a propulsé vraiment certains vignobles, les vignobles de Palu, les vignobles de sable, la Camargue. L'Istel, par exemple. C'était des vignobles prospères pendant le phylloxéra, puisque effectivement, ils étaient épargnés, mais je crois qu'on a essayé 5000 traitements différents, y compris des processions à la Vierge. Ils mettaient des choses comme des grosses seringues dans la terre. Oui, ça c'était pour pomper la sulfate de plomb. Ah, d'accord. Il faut voir les désarroirs. Des désarroirs, forte émigration. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le cépage dominant de l'Argentine, c'est le Malbec du sud-ouest. D'accord. L'Uruguay, c'est le Tanat de Madiran. Le Carmenère est très important. Donc, des cépages qui avaient disparu, pas disparu, mais qui étaient très mineurs en France, ont pris un essor dans des pays d'Amérique du Sud, en l'occurrence. Le Syrah en Australie, par exemple, qu'on appelle la balle Shiraz. Tout ça, c'est issu d'une migration. Et cette migration est intéressante. Si je parle de l'Australie, il faut dire un mot de l'Australie. C'était des colonies pénales pour les Anglais, l'Australie. Hein. Oui. Sauf l'Australie du Sud, qui était la première colonie libre, qui a attiré beaucoup de migrants libres qui voulaient se refaire la vie. Donc, beaucoup de familles anglaises et allemandes ont instauré des vignobles importants en Australie du Sud, dans cet état. Avec beaucoup de prostituées aussi, parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Il y avait de tout, évidemment. Est-ce que le vin est toujours aussi festif à ces époques-là, les banquets, parce que quand on parle Renaissance, puis époque moderne, etc., on voit des banquets, on voit des choses fantastiques. Oui. Le duc d'Orléans, le régent, s'illustrait dans cet art de... c'est plus du banquet, là, on est dans la partie l'aristocratie anglaise aussi. On était dans le libertinage le plus total. Oui, beaucoup de... Oui, en Angleterre, c'est une joyeuse scène en ce qui concerne effectivement le libertinage, mais le 17e, 18e siècle, c'est les époques charnières, puisque c'est là qu'on voit naître tous les grands vins modernes, les Bordeaux, les Champagnes, les Grands Bourgognes, mais les Grands Porto, les grands vins liquoreux, c'est une période d'enrichissement. Donc, pourquoi est-ce que naissent ces grands vins à cette époque-là ? C'est parce qu'il y a une clientèle qui les désire. Il y a une clientèle qui veut se distinguer du peuple par ses pratiques quotidiennes. Donc, une espèce de... Il y a des arts de la table et puis il y a la nécessité de boire des vins fins. On a déjà les grands vins et le tout venant. Là, il faut parler de l'émergence des New French Claret, comme les Anglais le disent, et du travail de la famille de Pontac avec Château-Aubriand. Alors là, à l'époque, les vins de Bordeaux en Angleterre étaient appelés claret, qui est clairement une anglicisation de clairé. Donc un vin clairé, c'est un vin de rouge léger ou de rosé foncé, ça dépend. Donc pas un rouge foncé comme le sont les grands Bordeaux aujourd'hui. Et à un moment donné, Arnaud de Pontac a perçu que les Anglais étaient prêts à payer plus cher un vin plus foncé et plus tannique. Voilà. C'était aussi parce qu'à l'époque, on commençait à mettre en bouteille. Tout ça, ça s'est conjugué. Cette invention de la bouteille permettait d'abord un vin de vieillir, parce qu'on le fermait avec des bouchons en liège, parce que les Anglais commerçaient avec le Portugal. Le plus ancien traité international, c'est entre l'Angleterre et le Portugal. D'accord. Ils importaient du liège au lieu de boucher avec un morceau de bois et un peu d'étoupe autour, qui donnait un mauvais goût, parce que souvent on mettait de l'huile sur le chanvre et ça, donc il fallait siffler l'huile d'abord avant de boire le vin. Donc le bouchon en liège était aussi une grande invention de cette époque-là. Et cette bouteille en verre. Alors, ce qu'a fait Arnaud de Pontac était extraordinaire. Il a fait une sorte de marketing à la Louis Vuitton. Il a vu que les Anglais voulaient un vin foncé. Il a écarté, à l'époque, les vignes à Bordeaux étaient complantées de cépages rouges et blancs. On mettait tout dans la cuve et on produisait un vin clairé, pas rouge foncé. Il a dit, puisqu'ils aiment le vin foncé,
on va écarter, on élimine les cépages blancs, on plante que du cépage rouge sur un sol caillouteux, très pauvre, qui donne beaucoup de concentration, des petites baies, peau épaisse, etc. Ça a eu un succès presque immédiat en Angleterre. Ce vin était décrit par Samuel Pepys, qui était le blogueur ou le podcasteur de l'époque, qui, comme tous les fonctionnaires, avait beaucoup de temps libre parce qu'il travaillait à l'amirauté. Et il se passait son temps à se balader à Londres, à boire des coups, à manger dans des bons restaurants. Enfin bon, il décrivait le vin le plus singulier et le plus remarquable que j'ai jamais bu, qui s'appelle O'Brien. H-O-B-R-I-A-N. C'était O'Brien. Ça a attiré beaucoup de monde, d'abord au Royal Oaks Tavern. Ensuite, ça a eu un tel succès que Pontac a ouvert son propre pub. C'était peut-être le premier restaurant spécifique qu'il appelait Pontac's Head, la tête de Pontac, selon le mode des noms de pubs en Angleterre, où il vendait son vin 3 à 4 à 5 fois le prix de tous les concurrents. Wow. Et ce succès a déclenché ce qu'on a appelé les fureurs de planter. Les Hollandais ayant drainé le Médoc, tout le monde, les Latour, les Margaux, etc., Lafite, ont commencé à émerger. Parce que c'était, ce qui était singulier, c'était le premier vin signé par un seul propriétaire à avoir ce succès. Oui. Parce que le coup de génie, il est là. Le coup de génie marketing, c'est qu'il va l'appeler O'Brien, un nom de cru et d'un gentilhomme. Et pour avant, un gentilhomme, on vendait les vins de Bordeaux, du Médoc éventuellement, c'est-à-dire un nom de région. C'était des vins génériques. D'accord. Et là, c'était un vin de propriété différent, cher, et ça attire les nouveaux consommateurs, nouveaux riches. Ouais, c'est excellent. Et beaucoup plus cher. Hein. Quand je dis plus cher, c'est beaucoup plus cher parce qu'on a des échelles de prix à Bordeaux milieu XVIIe siècle, c'est de 1 à 2. Lui, il va les vendre 3 à 4, mais dans les années 1720, c'est de 1 à 10. Wow. Donc il y a un fossé qui se creuse. Ça c'est une nouveauté. Hein. Et on devrait lui faire une statue à ce Arnaud de Pontac parce qu'effectivement, hein, sa réussite a inspiré toute la bourgeoisie. Et son fils qui a prolongé le travail. Voilà, mais envoyé par son père. Ouais. Et tous les grands châteaux apparaissent dans les premières années, effectivement, du XVIIIe siècle. Hein. Les Margaux, les Lafite, les Latour, on les appellera des New French Claret. Et là, on a des descriptions très précises. On sait que ce sont des vins rouges, qu'ils sont mis en bouteille par les négociants, qu'ils ont une capacité de garde, qu'on inscrit le millésime, puisque évidemment, la notion de millésime réapparaît. Elle avait disparu depuis l'Antiquité. Hein, parce que le XVIIIe siècle renoue quelque part avec les grands vins de garde de l'Antiquité. D'ailleurs, il y a des parallèles à faire, parce que c'est des période d'enrichissement extraordinaire. Exactement. Hein. Et il y a une culture du luxe, hein, comme dans la Rome du 1er siècle, là, au XVIIIe siècle. Ce dont on a parlé déjà. Et ça a attiré les littéraires et les philosophes. John Locke, le philosophe écossais, a goûté ce vin à Londres, était tellement intrigué qu'il est allé visiter Aubryon. C'est-à-dire que c'est le premier œnotouriste. Exact, oui. Il a fait une description du territoire. Il dit que c'est une parcelle de terre très pauvre où il n'y a que du sable et du gravillon, avec des pentes dans les 4 sens, avec des vignes plantées très serrées, uniquement des variétés, des cépages rouges. Donc il décrit les facteurs de qualité du Médoc. Et ces terres de Grave, évidemment, elles vont être ensuite prospectées par les familles bordelaises, et d'où la naissance des Margaux, des Pauillac, toutes ces appellations limite de Garonne, qui ont ces Graves-là qui est si miraculeuse à Aubryon. Je comprends. Le Pontac et Pontac-Montplaisir, ça n'a rien à voir ou c'est un lointain cousinage Ça, Joker, je ne sais pas. Non. Mais à mon avis, oui, parce que les Pontac sont toujours présents. D'ailleurs, la famille Pontac est propriétaire d'un propriétaire à Sauternes qui s'appelle Mira. Qu'ils ont sauvé d'ailleurs, ça a failli être arraché. Donc la famille n'est plus propriétaire d'Aubryon, qui a eu beaucoup de propriétaires très très célèbres par la suite. Hein. Notamment, comment il s'appelait celui qu'on appelait de la merde dans des bars de soie Talleyrand. Un grand personnage, là encore, effectivement. Grand passionné de culture, de vin et de gastronomie, entre autres, et de plaisir, en tout cas. Donc, exportation, beaucoup. Il n'y a pas que la France, en Europe, qui produit. L'Espagne produit. L'Espagne produit, les Portugaises produisent beaucoup, mais c'est en collaboration avec le négoce, d'abord hollandais, puis ensuite anglais. Hein. C'est beaucoup les négociants anglais qui vont commander aux vignerons le style de vin qu'ils veulent produire et puis effectivement développer des vignobles importants et des vignobles qui sont situés à la périphérie de l'Espagne et du Portugal, près des ports, pour faciliter le commerce. Les grands vins. Citer le Porto, par exemple. Porto, c'est le nom du port sur le fleuve Douro. Et là, quand on regarde les noms des maisons de Porto, vous avez des noms portugaises, beaucoup de noms anglais et pas mal de noms hollandais. Évidemment. Voilà. Donc, le Porto, on peut dire que c'est un vin.
Oui, bien sûr. C'est un vin muté, un vin fortifié, comme étaient beaucoup de vins dans l'ancien temps. Et on trouve des vins mutés ou fortifiés en France. C'est une longue tradition. Maury, Banyuls, Rivesaltes, tous ces vins-là sont des vins mutés, c'est-à-dire renforcés par de l'alcool rajouté pendant la fermentation. D'accord. Ce qui permet la conservation, c'est-à-dire c'est des vins qui pouvaient se garder avant l'arrivée de la bouteille industrielle. C'est pour ça que souvent, c'est des vins très anciens. Soit des vins sucrés, soit des vins mutés. Et souvent, les mutés sont également sucrés. Ouais. Le seul muté qui est sec, ou souvent sec, c'est l'XRS. Ouais. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description.